Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur un personnage souvent mis de côté dans l'histoire, le duc d'Épernon, connaît une vie riche et longue aux côtés de trois rois de France, Henri III, Henri IV qui meurt dans ses bras et enfin Louis XIII. Il est surtout un des représentants les plus remarquables et les plus typiques des partisans de Marie de Médicis. Durant sa vie, il fut au cœur de nombreuses intrigues. Partons à la rencontre du duc d'Épernon. Jean-Louis de Nogaret de la Valette naît au château de Caumont en 1554. Il est le deuxième des 6 enfants. Son père, Jean, est seigneur de la Valette, seigneur de Cazaux et seigneur de Caumont. Sa mère est Jeanne de Saint-Lary de Bellegarde. Le futur duc d'Épernon participe aux batailles des guerres de religion. C'est d'ailleurs au siège de La Rochelle en 1573 qu'il rencontre Henri, duc d'Anjou, futur Henri III. 5 ans plus tard, il est son conseiller et favori avec le duc de Joyeuse. Le magistrat Jacques-Auguste de Thou, magistrat, historien, écrivain, bibliophile et homme politique français, rapporte qu'Henri III entretenait une relation particulière avec le futur duc d'Épernon. Sans parler de relations amoureuses, on peut évoquer une relation amicale et de soutien. Surtout, il devient son bras droit de par son énergie, sa bonne santé, sa capacité d'action. Son père et son grand-père, Pierre de Nogaret, sieur de la Valette, ont combattu lors des guerres d'Italie. C'est donc tout naturellement que le futur duc d'Épernon embrasse la carrière militaire. Cadet de Gascogne, il participe rapidement aux batailles des guerres de religion. Beauvoisin avec son père, 1570, dont il sauve la vie, puis à l'infructueux siège de La Rochelle et au victorieux siège de la Charité-sur-Loire, de Brouage et d'Isoire en 1577. Son ascension va commencer de façon rapide et de concert avec les guerres de religion. Il accumule charges et honneurs, pair de France, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, amiral de France, gouverneur de Normandie. Henri III crée même un duché et le fait duc d'Épernon en 1581. Fort de son influence auprès du roi, il est nommé tour à tour maître de camp du régiment de Champagne 1579, gouverneur de la Fère, ville qu'il a repris aux troupes du prince de Condé en 1580. Il y reçoit une blessure d'arquebuse au visage, colonel général des bandes françaises, qui devient pour lui un grand office de la couronne. Duc d'Épernon, pair de France et conseiller d'État en 1581. Premier gentilhomme de la Chambre du roi en 1582. Chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, gouverneur du Boulonnais et de Loches, de Metz et du pays messin de la citadelle de Lyon en 1583. Chevalier des ordres du roi en 1584, gouverneur de Provence en 1586. À la mort du duc de Joyeuse en 1587, son seul véritable rival dans la confiance du roi. Le duc d'Épernon est nommé amiral de France, gouverneur de Normandie de novembre 1587 à mai 1588. De Caen et du Havre, en 1587, il épouse une femme de rang social plus élevé, Marguerite de Foix-Candale, fille d'Henri de Foix, comte de Candale, de Boniague et d'Astrarague, dont il aura 3 fils. Le duc d'Épernon a la passion forte, une intelligence hors du commun, la franchise du terroir, le verbe vif. Il gardera son accent gascon durant toute sa vie. D'ailleurs, le poète Philippe Desportes, chargé de lui transmettre le langage attendu à la cour, n'arrivera jamais à lui faire perdre son accent gascon. Terriblement ambitieux, il en est morose et mélancolique. Il se paie les services d'un bouffon. Tous les contemporains s'accordent à dire que c'est un homme de caractère. Avec son mariage, le duc d'Épernon monte dans la hiérarchie sociale, car sa femme, Marguerite de Foix, est la nièce de Charles de Montmorency, qui est opposé à la Ligue. Suivant une pratique courante dans la noblesse, cette héritière du captal de Buch en Gascogne accepte d'épouser un homme d'une moindre condition que la sienne pour que leur fils aîné, Henri, reprenne et perpétue le nom et les titres de sa mère. La mort prématurée d'Henri sans héritier causera le transfert du captal de Buch à son frère cadet Bernard, déjà héritier des titres de leur père. À l'époque de la montée en puissance de la Ligue, il sert de lien entre Henri III et le roi Henri de Navarre, gouverneur de Guyenne. Lors de la mort du frère cadet d'Henri III en 1584,
Et afin d'éviter une guerre de succession, il essaie de convaincre Henri de Navarre de revenir au catholicisme, en vain. Son opposition à la Ligue le fait détester d'une grande partie de la population et une vaste campagne de propagande est entretenue contre lui. On tente même de l'assassiner. Leader charismatique, le duc d'Épernon devient tout de suite le champion de la noblesse gascogne. Alors qu'il est de plus basse extraction que les grandes familles, à savoir les Montesquieu, les Pardillan, les Comminges. Cependant, ces familles le soutiendront toujours. Son secrétaire, Guillaume Girard, raconte que lorsqu'il se rendait au Louvre, une escorte de plus d'une centaine d'hommes l'accompagnait. Les premiers arrivant au palais alors que les derniers quittaient le palais du duc, rue Plâtrière, environ 500 mètres du Louvre. Très entier, il se fait aussi de solides ennemis, comme le duc de Sully, Agrippa d'Aubigné ou le futur cardinal de Richelieu, qui n'hésiteront pas à transmettre à l'opinion et à la postérité une image horrible et fausse de l'homme. Il faut dire que le Gascon a la dent dure. Il n'hésite pas à traiter de petit coquin Nicolas de Villeroy, ministre sous Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII, où il fait fuir le duc d'Épignac, archevêque de Lyon, en l'attaquant sur ses mœurs. Pourtant, il obtient l'honneur et le respect car il est sincère, fidèle à sa parole et possède un grand sens de l'honneur. Pour contrer la Ligue catholique, le duc d'Épernon entreprend de fédérer les catholiques modérés et les protestants autour de l'État royal. Il compte lutter contre la Ligue en se basant sur les provinces méridionales. Il a pris le contrôle de la Provence et de la Saintonge. Il est par sa femme allié au duc de Montmorency, gouverneur du Languedoc, alors que les protestants sont solidement implantés dans la Guyenne au Dauphiné. Par ailleurs, il est maître de plusieurs points stratégiques d'accès vers le nord de la France. Boulogne-sur-Mer, Loches-sur-Loire et Metz, nœuds de communication vers le Saint-Empire. Lors de l'expédition maritime espagnole contre l'Angleterre, il contribue aux difficultés de l'invincible Armada, en veillant à ce qu'elle ne puisse utiliser le port de Boulogne. Quelque temps après la journée des barricades de 1588, il doit quitter la cour, sacrifié par Henri III aux exigences des ligueurs. Il se démet de sa charge de gouverneur de Normandie et de celle d'amiral de France. Cette dernière est transmise à son frère. Après l'édit d'union, le roi le démet de sa charge de gouverneur de Provence qui passe à son beau-frère Bernard, en lui laissant celle de gouverneur d'Angoumois et de Saintonge, où il trouve refuge jusqu'en 1589. Retiré de son gouvernement en Angoulême, il écrit au roi des lettres très soumises, tout en montrant qu'il représente une force militaire et politique. Il est rappelé au début de 1589, redevenant gouverneur de Provence et amiral du Levant, charge attachée au gouverneur de Provence. Après la mort du duc de Guise, devant Henri III mourant, et à sa demande en 1589, le duc d'Épernon se rallie à Henri de Navarre. Mais, tenant le futur Henri IV responsable du triste sort d'Henri III, il retire aussitôt ses troupes du siège de Paris, que le roi de France doit abandonner. Henri IV obtient la soumission de Charles de Guise à sa cause par un échange de sa charge de gouverneur de Champagne contre celle de gouverneur de Provence et d'amiral du Levant. Le duc d'Épernon se juge mal récompensé de ses efforts qu'il a faits pour maintenir la Provence sous l'autorité royale. Profitant des difficultés du roi, il quitte son parti et se rapproche pour un temps du comte de Carcès, nommé gouverneur de Provence par le duc de Mayenne et de la Sainte-Union, mais il est battu en 1596 par Charles de Guise. Avec l'arrêt Le Maistre le 28 juin 1593, le Parlement de Paris reconnaît qu'Henri de Navarre est l'héritier légitime de la couronne de France. La conversion d'Henri IV au catholicisme le 25 juillet, son sacre le 27 février 1594 et la reprise en main qui s'ensuit avec la reconnaissance du Parlement d'Aix l'oblige à se soumettre en mai 1596. Après un accord financier, le duc d'Épernon quitte la Provence et se rend à Paris où il est reçu par le roi Henri IV. Le règne d'Henri IV est une période de contrariété pour le duc d'Épernon. Le nouveau souverain ignore totalement les prérogatives du duc et prend les décisions sans tenir compte ou solliciter l'avis du duc d'Épernon. Ce dernier fait bonne figure en précisant au roi que, pour ce qui est de l'amitié, elle ne peut s'obtenir que par de l'amitié.
Il s'occupe à la construction du château de Cadillac. Catholique convaincu, Épernon intervient auprès du roi pour autoriser le retour des jésuites. Il encourage également les établissements de la Compagnie de Jésus dans les villes de ses gouvernements. Il leur confie l'éducation de son troisième fils, Louis, qu'il destine à une carrière dans l'Église. Lorsqu'Henri IV envisage de contester l'hégémonie espagnole par les armes, le duc d'Épernon est écarté des commandements militaires. Les deux hommes se connaissent de longtemps, quand le futur roi était retenu en otage à la cour de France et le futur duc était un simple cadet. Durant cette période, leurs relations étaient bonnes, puis elles deviennent plus hostiles. Le duc d'Épernon, toujours d'avis tranché, n'a pas une haute opinion d'Henri IV. Un jour, il traitera Louis XIII de petit-fils d'un grand roi, oubliant ainsi le père. Henri IV reproche au duc son hostilité et celui-ci répond avec sa franchise habituelle. « Sire, votre majesté n'a pas de plus fidèle serviteur que moi. Mais pour ce qui est de l'amitié, votre majesté sait bien qu'elle ne s'acquiert que par l'amitié. » Pourtant Henri IV, dans ses lettres, utilise le mot ami, ce qu'il ne fait que pour Épernon et Sully. Il lui écrit même des lettres aimables évoquant des souvenirs sans même parler affaires. En même temps, il le fait surveiller. Le duc d'Épernon est dans le carrosse le 14 mai 1610 lorsque Henri IV se fait assassiner par François Ravaillac. Ravaillac est d'Angoulême. Il n'en faut pas plus aux ennemis du duc d'Épernon, à commencer par Sully ou Bourbon-Soissons, pour l'accuser d'avoir commandité ce meurtre. Le procès montrera l'inexactitude de la chose et écartera de toute suspicion le duc d'Épernon. Henri IV est assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610. Le couronnement de Marie de Médicis a eu lieu la veille, ce qui légitime l'attribution de la régence à la reine et ouvre les portes du pouvoir aux catholiques de son entourage, proche de l'Espagne. Le duc d'Épernon, qui a demandé à accompagner le roi dans son carrosse, assiste au meurtre. En sa qualité de colonel général de l'infanterie, le duc d'Épernon prend le contrôle de la capitale et assure la transmission de la totalité du pouvoir à Marie de Médicis, au mépris des dispositions d'Henri IV, qui instituait un conseil de régence écartant ainsi la reine. Le 23 juin, le duc d'Épernon fait procéder au transfert à Saint-Denis de la dépouille d'Henri III, son ancien maître. Henri IV avait négligé d'organiser les obsèques de son prédécesseur, source d'une vieille rancune. La mort d'Henri IV ne fait pas pleurer le duc d'Épernon, qui va même prendre de vitesse tout le monde, car moins de 2 heures après, il obtient du Parlement de Paris la transmission du pouvoir pour Marie de Médicis, sans tenir compte des dispositions d'Henri IV, qui voulait un conseil de régence afin d'écarter l'influence espagnole. Ce sera malgré tout un retour limité, car de nouveaux hommes, comme Concino Concini, vont avoir une grande influence sur la reine. L'opposition ouverte du duc d'Épernon l'éloignera un peu plus du pouvoir. Le 24 avril 1617, Louis XIII renverse sa mère et remercie les meurtriers de Concini. « Grand merci à vous, à cette heure, je suis roi !» Voulant des hommes énergiques et fidèles, en 1622, Louis XIII nomme le duc d'Épernon gouverneur d'Aquitaine. Le duc a 67 ans. Le roi renforce aussi sa garde en le dotant de mousquetaires. Sa Majesté demanda au duc d'Épernon 6 de ses gardes pour mettre dans la dite compagnie. Le ministre principal, le cardinal de Richelieu, veut faire table rase de toute force en France, et en particulier des protestants, pour centraliser le pouvoir sur le roi. Le duc d'Épernon, défenseur de la féodalité, est son plus redoutable adversaire, critiquant ses choix politiques pour leurs conséquences au niveau local. Richelieu va chercher à faire tomber le puissant duc d'Épernon, compliquant son gouvernement en donnant systématiquement raison à ses ennemis, lui tendant des pièges, irritant son humeur déjà exécrable et explosif. Il va surtout chercher à le discréditer dans les opérations difficiles lors des guerres contre les protestants menées par le prince de Condé. Il va par exemple encourager Condé à charger le duc de désastre de Fontarabie. Écoutant Richelieu, Louis XIII rattache le Béarn à la France en 1620. Le duc d'Épernon est chargé d'exécuter dans son territoire les protestants. On recrute des Gascons, payés pour détruire les murailles, faire le ravage autour des villes rebelles. Il s'agit de mettre à sac les alentours de ces villes pour éviter tout ravitaillement.
Louis XIII écrit de ne pas perdre l'occasion de détruire les champs de blé, les vignobles des environs des villes rebelles. Le duc d'Épernon cherche une position plus modérée, mais n'aura ni la confiance du roi ni celle des Huguenots. Il n'est plus l'homme de la situation. À Bordeaux, il se querelle avec l'archevêque Henri de Sourdise et le frappe en public en 1634. Le roi oblige le duc d'Épernon à lui demander publiquement pardon en se mettant à genoux de l'offenser. 4 ans plus tard, il est démis de sa charge et meurt en disgrâce en 1642. Il a 87 ans. En plus de ses 3 fils légitimes, il laisse 4 enfants bâtards. Comme on l'a vu, le duc d'Épernon est pendant 3 règnes, Henri III, Henri IV et Louis XIII, l'un des principaux personnages de la noblesse française. Particulièrement, il a l'art de se créer de puissantes et profondes inimitiés. Durant les guerres de religion, il demeure profondément catholique et reste fidèle à ses allégeances. Toutefois, son action semble suivre le sens de l'intérêt bien compris de lui-même et de son clan. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.